Fais attention à toi. Oui, oui, t'inquiète. Fais T'inquiète. attention. Pas de soucis. Interstellar. Oh la honte. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Interstellar est l'histoire d'une Terre dans le futur où la famine guette l'humanité et le seul moyen de sauver la race humaine est d'aller vers les étoiles et de trouver une nouvelle planète sur laquelle l'espèce humaine peut vivre. Du coup, tu vas participer à la critique ou tu vas me laisser comme l'autre pour ma vidéo Fight Club? Non, mais écoute, je t'aime bien, mais je préfère crever que de faire une critique hein, sur un fond vert fond bleu, donc je me casse. Je crois vraiment que je dois certaines excuses à ce film. Premièrement, j'aimerais juste vous dire que je suis content que les critiques d'anciens films vous plaisent. J'ai récemment fait ma critique de Fight Club, qui est la critique la plus longue de la chaîne, et vous l'avez énormément appréciée, donc merci pour ça. Je me suis promis de faire plus de critiques rétro, que ce soit pendant le confinement ou après, parce qu'au fait, en regardant ces films que j'aime, ça me donne juste plus envie de faire mon travail, tout simplement. Parce qu'au final, si je regarde une série qui me plaît moyennement ou un film qui me plaît pas trop, faire YouTube après c'est compliqué. Il faut prendre des notes, faut faire le montage, faut filmer la vidéo, c'est un peu relou. Mais là, c'est vrai que lorsque je fais des vidéos sur des films que j'aime ou des séries que j'aime, je pense que je vais en parler plus tard, des séries que j'aime, oui, le travail est plus long parce qu'il y a plus de montage à faire, il y a plus de notes à faire, il y a un texte beaucoup plus écrit, mais je passe beaucoup plus de plaisir à le faire que regarder 10 heures d'une série moyenne. Donc, je pense vraiment qu'il y aura plus de critiques comme ça sur la chaîne du moment qu'elles vous plaisent et du moment qu'elles vous intéressent. Et oui, on va parler de plein de films que vous devez regarder et d'autres qui sont peut-être un peu surcotés pour moi, par exemple. Tout ça pour dire que j'ai aussi décidé de maintenant faire des critiques d'anciens films avec une partie spoiler et une partie sans spoiler. Pourquoi? Parce que ma vidéo Fight Club était uniquement avec des spoilers. Et finalement, c'est vrai que j'excluais quand même une communauté qui n'a pas vu ce film et j'ai pas envie d'exclure des gens. J'ai envie que tous les gens découvrent du cinéma et si je fais une vidéo qu'avec des spoilers, il y a forcément une minorité de personnes, même si c'est un film connu qui est sorti il y a des dizaines d'années, qui n'ont pas vu le film et qui ne pourront donc pas regarder la vidéo. J'avais fait un sondage comme d'habitude sur Instagram et sur Twitter et vous avez dit que faire avec spoiler et sans spoiler était plus intéressant pour tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent des spoilers, il y aura évidemment une partie spoiler qui sera tout aussi fournie que d'habitude. Ceci étant dit, pour parler d'Interstellar, c'est la troisième fois que je vois le film parce que je l'ai vu une fois au cinéma en 2014 mais j'avais jamais fait de critique et je l'avais revu quelques mois plus tard après la sortie Blu-ray et j'avais vraiment pas trop apprécié le film. Ça restait l'un des films les plus surcotés d'après moi de l'histoire du cinéma, mais c'est vrai qu'en revoyant le film aujourd'hui, je dois m'excuser. J'ai beaucoup plus apprécié Interstellar cette fois-ci, je l'ai vraiment adoré, même s'il y a encore quelques problèmes qui étaient là la première fois que j'ai vu le film, qui me gâche un peu mon expérience d'Interstellar, mais je trouve que ça reste quand même un excellent film et je pense que les premières 1h40 de film, c'est des heures de film absolument chef-d'œuvresques. Mais plus on arrive vers la fin, plus on a du mal et ne vous inquiétez pas, c'est pas le problème de la fin que beaucoup de personnes ont sur internet. D'ailleurs, j'expliquerai la fin en spoiler et plein de détails à ce sujet-là. Mais c'est plus d'autres choses qu'on va expliquer en vidéo. Et évidemment, Interstellar est un film réalisé par Christopher Nolan, que vous connaissez probablement, c'est l'un des meilleurs et plus grands metteurs en scène de ces dernières décennies. Quasiment tous les films qu'il a fait sont cultes et je pense que je vais sortir un top film Christopher Nolan bientôt. Il faut juste que je me remate quelques films pour bien les mettre dans le top. Mais il a donc aussi participé au scénario, surtout avec son frère. Mais pour parler plus principalement de sa mise en scène, parce qu'on va parler du scénario après, j'aime beaucoup la mise en scène de Nolan. Comme beaucoup de personnes, il mêle très bien ce réalisme et la fantaisie de manière générale. Le meilleur exemple reste la trilogie de Dark Knight. Pardon, parce que beaucoup m'ont repris, c'est de Dark Knight. Voilà, on dit pas le K à Knight, ça par contre. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas dire le K à Dark, des fois, c'est comme ça. Il mêle bien ce réalisme et cette fantaisie et surtout, on le voit dans les détails, dans la texture, parce que Nolan, il adore filmer les objets. On voit le début du film avec la bibliothèque où les livres sont vraiment extrêmement détaillés, il y a de la poussière. Le personnage de Matthew McConaughey, Cooper, est souvent en sueur, du coup ça donne de la texture à son visage, mine de rien. Le fait qu'il transpire, ça donne un effet vraiment palpable au film, et c'est ça qui est important, c'est que Nolan, quand il fait la mise en scène, il te donne envie de toucher les objets de son univers, t'as envie de voir ce que ça fait, t'as envie de voir comment ça tient en main. Et ça, j'ai toujours aimé, ça me fait toujours penser à la scène de Dark Knight Rises quand il essaie de sortir du puits. La manière dont il filme le puits, t'as envie de littéralement toucher le puits, voir pourquoi c'est difficile, pourquoi la texture des rochers est compliquée, etc. Mais là, on le voit avec la poussière qui est partout, t'as vraiment l'impression de pouvoir sentir cette poussière avec tes mains. Vu qu'il est partout dans ce monde-là, ça donne vraiment de la texture au film, et c'est l'une des plus grandes forces de Nolan, et ça, on le reverra plus tard dans le film aussi, avec les différentes planètes qu'il explore, où à chaque fois, t'as l'impression que c'est un univers que tu peux toucher. Et je trouve que ce côté palpable est encore plus important chez Nolan, parce qu'il adore les effets pratiques. S'il
pourra, dans sa mise en scène, y mettra des effets pratiques plutôt que des effets numériques. Et ça, dans le film, on le voit très bien. T'as l'impression que les vaisseaux, tu peux les toucher. T'as l'impression que tout est vraiment fait et construit par des humains. Et Nolan, il adore la technologie, que ce soit la technologie de ses caméras, parce qu'il adore filmer en IMAX, mais aussi la manière dont il met en scène la technologie humaine dans le film. Tu vois qu'il est fasciné par les objets parce qu'il va souvent mettre sa caméra sur les objets et sur les objets spatiaux plus principalement. Mais ça marche aussi sur les plans de voiture qu'il y a au début du film. Il va filmer des plans où la caméra sera sur la voiture de la même manière qu'elle sera sur les objets spatiaux, les vaisseaux, que ce soit le vaisseau de Cooper ou le vaisseau spatial, l'Endurance. Et la manière dont il met en scène ces objets spatiaux est extrêmement intéressant parce qu'il aura toujours des objets spatiaux minuscules sur l'écran pour symboliser vraiment le vide derrière, le fait qu'il n'y a rien entre ces humains et le vide absolu. D'ailleurs, il y a un personnage qui fait la remarque à quel point c'est facile de juste finir dans le vide intersidéral parce qu'il y a juste quelques couches de métal qui les séparent. Et ça, c'est intéressant parce que la mise en scène de Nolan marche sur ça dans ce film. Les nombreux plans seront minuscules et le monde derrière sera majestueux et grandiose, mais plus principalement vide et sans aucune vie. Mais clairement, tu vois qu'il y a un amour de la science et de la technique et surtout des objets humains. On le voit aussi dans Dunkerque beaucoup, où il filme beaucoup les avions. Tu vois qu'il est fasciné par la création humaine technologique et ça, c'est vraiment plaisant à regarder dans ses films. Et je trouve que dans ce film-là, il mélange bien l'obscurité et la lumière, à quel point il y a un vrai parallèle entre l'obscurité de la planète Terre. T'as vraiment pas l'impression qu'il y a de l'électricité dans ce monde-là et de l'autre côté, la seule lumière sera la lumière du soleil qui sera symboliquement cachée par ces vagues de poussière qui vont arriver sur la planète et qui vont littéralement cacher le soleil et donc la lumière. Et on revoit la lumière dans l'espace où il y a vraiment ce parallèle entre le vide intersidéral encore une fois et aussi les planètes qui reflètent la lumière d'un certain soleil ou d'une certaine étoile. Donc c'est intéressant ce mélange d'obscurité et de lumière sur la planète Terre où vraiment il n'y a que le soleil et des fois on le voit pas. Et de l'autre côté pareil dans l'espace où il y a ce mélange de lumière et d'obscurité avec différentes étoiles. Mais de toute façon la lumière dans les films de Nolan a toujours été importante parce qu'il joue beaucoup avec ça, que ce soit encore une fois dans Dark Knight Rises et Le Puits ou même l'importance de la lumière dans Dunkerque. Et le fait qu'il soit vraiment proche de l'humain, de la technique, on le voit au début parce que c'est un peu filmé comme un documentaire. Il y a des plans d'interview de personnes qui racontent un peu les événements du film, qui sont certes du foreshadowing, mais ça fait vraiment cet effet documentaire au début du film, comme si tu voyais l'histoire de l'humanité des années plus tard. Et ça c'est très fort aussi, parce que ça donne vraiment l'humanité au monde et aux personnages. Mais là où je trouve que Nolan il a toujours été très fort, c'est dans la mise en scène d'action. On le voit au début du film avec cette course en voiture dans les champs de maïs. Il y a tellement de différentes prises de vue. Il y a une prise de vue sur la voiture, dans la voiture, très loin en dehors de la voiture, derrière la voiture, ça va vraiment dans tous les sens. T'as une mise en scène qui est extrêmement active. Ça coupe beaucoup, ça va en lien parfaitement avec la musique de Hans Zimmer. Et ce qui est vraiment dingue, c'est la manière dont la musique rythme les scènes d'action, parce que le travail de la musique a toujours été essentiel dans le film de Nolan. On se rappelle toujours des excellentes scènes de The Dark Knight avec justement cette musique de Hans Zimmer et Batman, et à quel point ce rythme est effréné et le nombre de prises de vue différentes. Donc il coupe assez souvent, bon c'est pas Michael Bay non plus, hein. Il coupe pas toutes les 2 secondes, mais il coupe assez souvent, mais il aime aussi voir l'action. Donc même s'il y a beaucoup de plans différents pour montrer la même scène, c'est vraiment bien mis en scène parce que tu es à fond dans l'action. Tu comprends vraiment le dynamisme juste de cette course-poursuite en voiture d'un drone dans un champ de maïs au début du film. Et avec la musique, ça te fait direct rêver, ça te fait vraiment ce présage d'aventure et ça montre vraiment que ce personnage de Cooper est prêt à tout pour l'exploration. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, il passe aussi à des transitions caméra-épaule juste dans des dialogues, des endroits où il n'y avait pas forcément besoin de plus de dynamisme, mais ça renforce vraiment ce dynamisme des dialogues et ça donne un effet plus terre à terre au personnage et au dialogue aussi. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour moi, la manière dont il filme l'action, c'est presque de la poésie au final, parce qu'il va mélanger la musique, les différentes prises de vue et aussi l'objectif des personnages, parce que c'est ça qui est important, c'est que la musique, elle va en raccord avec le moment dans la vie des personnages. C'est-à-dire que Cooper, il veut retrouver ce drone et ils y vont à fond, que ce soit musicalement ou mise en scène où il balance plein de plans différents et t'es vraiment captivé par cette scène d'action. Donc Nolan, il a réussi à faire un truc assez dingue dans ce film, c'est qu'il a réussi à mettre vraiment en perspective l'importance de l'humanité dans l'espace, avec ces plans où tu vois l'humain très petit dans l'espace, avec des objets spatiaux gigantesques mais minuscules quand même via l'échelle de l'espace et surtout l'échelle du vide. Et il y a plus principalement d'excellentes scènes d'action qui vont être ou très centrées sur des objets et des objets en mouvement plus principalement, que ce soit la voiture ou des objets spatiaux, et qui vont être en raccord parfait avec la musique. Et ce qui est dingue, c'est que quand on est sur Terre, quand on a cette course-poursuite dans les champs de maïs, ça bouge dans tous les sens, la caméra est pas stable du tout, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui bloquent la caméra, que ce soit le maïs ou vraiment la voiture. Et quand on est dans l'espace, chaque plan est stable et fixe, parce que dans l'espace, il y a le vide, donc il n'y a rien qui bloque, il n'y a pas d'air qui bloque les vaisseaux. Donc même si la caméra va des fois bouger par rapport au mouvement des vaisseaux aussi, la manière dont ils essaient de piloter certains vaisseaux, la caméra elle va rester de manière générale assez stable, parce que dans l'espace, en soi, une caméra pourrait rester stable. Il n'y a pas de vent qui allait la bouger, il n'y a pas d'air qui allait la bouger. Donc je trouve qu'ils filment l'espace aussi comme on filmerait nous l'espace. La caméra est toujours placée à des endroits où tu as l'impression qu'on pourrait filmer réellement aussi dans l'espace.
l'espace et sans forcément qu'elle aille dans tous les sens. Et ça, je trouve ça vraiment réussi parce que ça donne encore une fois cet aspect presque documentaire au film et ça rend encore une fois l'action beaucoup plus palpable et t'as l'impression que ça a réellement été fait. Donc je trouve que niveau mise en scène, il a fait un film assez parfait de ce point de vue-là. Ça manque peut-être de dynamisme sur l'une des planètes où vraiment les conséquences sont grandes et t'as l'impression que la caméra elle s'ennuie un peu, mais c'est aussi une volonté de montrer autre chose. Mais je trouve qu'ils auraient pu mieux mettre en scène, vu surtout l'endroit où ils ont tourné, je crois qu'ils ont tourné en Islande, il aurait peut-être dû donner plus de dynamisme à cette scène-là parce qu'au final tu te retrouves avec des scènes qui sont assez ternes niveau mise en scène. Il y a de magnifiques plans et ça c'est grandiose, et rien à dire, mais dans l'action je trouve que t'es pas aussi impliqué que d'habitude. Du coup je trouve qu'il a beaucoup mieux fait la mise en scène des objets et vraiment du mouvement plutôt que la mise en scène de l'action humaine qui était peut-être moins intéressante mais toujours aussi efficace. Mais tu t'attendais peut-être à quelque chose de plus dynamique, quelque chose de plus, je sais pas, motivant on va dire, captivant peut-être. Parce que pour le coup la mise en scène elle t'aide vraiment à te rendre compte des conséquences. Là sur la planète de glace t'as moins l'impression que les conséquences sont extrêmes alors qu'elles le sont. Donc vraiment c'est le petit truc où je chipote, mais sinon c'est parfait de A à Z. Sinon je trouve que l'histoire il y a vraiment de bonnes idées, je trouve que de base l'histoire est bien écrite, il y a quelques problèmes mais je trouve que vraiment le début, la manière dont ils ont créé le monde, le détail dans les champs de maïs, le fait que toute la nourriture soit faite à base de maïs. Oui je vais pas parler du fait qu'ils ont réellement planté des champs de maïs et ils ont revendu le champ pour se faire beaucoup d'argent, d'accord, ça on le sait, c'est une anecdote. Vous n'êtes pas là pour des anecdotes, au contraire vous êtes là pour un avis. J'aime beaucoup la manière dont ils ont parlé de la maladie, de la poussière, de la famine, de l'humanité, à quel point ils ont vraiment réfléchi à comment financer certaines choses et pourquoi la NASA n'est pas financée. Quand la planète meurt, c'est peut-être pas la priorité des personnes qui payent des impôts de partir vers les étoiles. C'est difficilement compréhensible, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de guerre, c'est qu'on se concentre sur la nourriture. J'aime beaucoup la manière dont l'univers a été créé. Par contre, ce qui me dérange, c'est les dialogues. Alors oui, le world building est bien fait, l'univers est bien établi, mais je trouve que les dialogues, surtout au début du film, c'est que de l'exposition et c'est un peu mal fait. On aura surtout Cooper qui va parler à certaines personnes, il va juste donner de l'exposition, comme ça pour le spectateur. Il va dire, il n'y a plus d'armée, je suis un ingénieur, je suis un pilote. En fait, au lieu de montrer beaucoup de choses par la mise en scène, Nolan, il est dit énormément. Il dit qu'il n'y a plus d'armée, il dit que la NASA est financée différemment. Des fois, ça passe, le truc de la NASA qui est financé différemment, je trouve que ça passe plutôt bien dans le scénario. Mais il y a certaines scènes où on t'explique la science qui sont vraiment pas intéressantes. C'est juste de l'exposition, on te dit, voilà, un trou noir c'est comme ça, voilà, le monde actuel il est comme ça parce que le gouvernement paye différemment, etc. etc. Donc je trouve que c'est un peu mal exploité. Au lieu d'utiliser la mise en scène pour raconter certaines choses, je sais pas, certains plans pour montrer qu'il n'y a plus d'armée ou d'autres choses, là c'est le dialogue qui s'occupe de ça et je trouve pas ça très intéressant niveau mise en scène, niveau scénario. Donc il y a beaucoup de dialogues d'exposition, on va t'expliquer de la science, on va t'expliquer vraiment des enjeux et on va surtout t'expliquer le monde actuel. Limite quand c'est de la science ça passe, mais quand c'est le monde de la planète Terre, je trouve que c'est vraiment maladroit. Et je trouve le dialogue de fin, surtout le dernier dialogue entre les personnages, vraiment cucu et assez ringard et vraiment décevant, mais ça on va en parler en spoiler. Mais sinon les différentes planètes qui sont explorées, je les trouve vraiment géniales, surtout les idées derrière et ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Il y a quelques retournements de situation qui sont vraiment convaincants et qui marchent très bien dans le film. C'est un film qui arrive à te surprendre constamment et ça c'est génial. Mais ce qui est décevant pour moi c'est la fin, encore une fois, c'est que t'aurais dû avoir une scène extrêmement émouvante de fin, mais j'ai rien ressenti, que ce soit les 3 fois que j'ai vu le film. En le revoyant, je me suis dit cette fois-ci je vais peut-être me faire avoir par les émotions, mais pas du tout. J'ai trouvé la fin vraiment trop rapide et trop décevante et ça aurait mérité une meilleure conclusion. Par contre, je trouve qu'il y a une scène extrêmement émouvante au milieu du film et on sait très bien de quelle scène je parle. Mais encore une fois, on évoquera tout ça en spoiler. Et même si j'aime le foreshadowing qui est fait au début du film par rapport au fameux fantôme, je trouve qu'il est bien fait, mais encore une fois, il te tape la tête avec ça dès le début du film. Et le pire, c'est qu'ils en parlent qu'au début du film, et c'est genre 40 minutes où ils parlent que du fantôme et t'essaies vraiment de te dire ce que ça va être. Et je trouve que le résultat est pas décevant, mais comment ils t'attaquent avec cette idée de fantôme dès le début. Niveau subtilité, on a fait beaucoup mieux. Alors oui, l'idée du film et l'idée de l'histoire n'est pas d'être subtil à ce moment-là, mais je trouve qu'il y avait moyen d'explorer ça de manière un peu plus intéressante, avec plus de subtilité peut-être, mais avant tout avec plus de recul aussi. Parce que contrairement à Fight Club où t'as vraiment tous les indices dès le début du film et durant tout le film et tu t'attends quand même pas à la fin, là je trouve qu'Interstellar tu t'attends à la fin dès le début, surtout quand tu comprends un peu les thématiques du film et il y a rien qui te surprend et ça c'est un peu dommage. La première fois que j'ai vu le film, la fin je l'avais comprise dès le début et je trouve que si le foreshadowing était peut-être un peu plus subtil, s'il parlait un peu moins de ce fantôme et de manière un peu différente, la surprise aurait été complètement différente et la fin aurait été différente aussi. Mais là je trouve que c'est fait de manière un peu trop in your face et pour le spectateur c'est un peu dommage. Encore une fois c'est en raccord avec les thématiques du film dont on va parler tout de suite, mais ça gâche un peu la surprise du film. Après on peut se poser la question si Nolan voulait surprendre le spectateur, mais je trouve que du coup vu qu'on s'attendait à cette fin là, le côté émotion est beaucoup moins présent. Encore une fois c'est pas une grosse critique, mais ça aurait pu être fait d'une manière différente je trouve. Après j'aime beaucoup les thématiques du film, on parle pas mal de révisionnisme avec surtout les astronautes qui ne sont pas allés sur la Lune à la fin des années 60. Il y a vraiment la thématique de l'explorateur, l'humain qui veut aller plus loin que les étoiles, qui est vraiment une thématique qui revient souvent et qui est intéressante. C'est vrai que l'humain ne peut pas vivre de manière définitive sur sa planète et il doit chercher autre chose. Et l'humain a toujours été un explorateur, que ce soit sur Terre ou dans les étoiles. Et ça c'est vraiment l'idée du film, c'est que l'humanité doit vraiment être transcendée et c'est vraiment toute l'idée de la fin. Et j'adore la manière dont
dont c'est traité cette idée d'aventure humaine. Fatalement, c'est un film qui donne envie de voyager, c'est un film qui donne envie d'explorer, et j'adore vraiment un film qui fait ça, même si là c'est les étoiles, on peut le remettre à notre échelle et explorer quelque chose de plus, on va dire, proche de chez nous. Ben oui, l'idée de l'aventure spatiale, elle est extrêmement bien faite dans ce film, et c'est juste génial à regarder, t'as des étoiles dans les yeux, sans mauvais jeu de mots. La manière dont ils ont traité le temps par rapport à la gravité est aussi intéressante, la manière dont le passé est important, mais le futur aussi, il faut penser aux deux, il faut vivre dans le passé et comprendre de ses erreurs, mais aussi vivre dans le futur et prévoir, et ça c'est encore une fois magistralement expliqué par la fin. Il y a aussi un apport à la religion qui est fait beaucoup, parce qu'on verra une certaine scène avec certains personnages qui prient par rapport à la gravité, et à ce mélange de science et de religion, parce qu'on ne sait pas comment certaines choses ont eu lieu, du coup on pense à la religion, parce qu'elles sont inexplicables, et de l'autre côté il y a aussi cet apport à la science, parce que tu essaies de comprendre les choses, tu essaies de comprendre la religion avant tout, c'était l'idée de l'humanité depuis le début, on a expliqué certaines choses par la religion, et maintenant au fur et à mesure on les explique par la science, et c'est un peu ce qu'ils font dans le film aussi. Ils pensent à quelque chose de religieux au début, ils prient à la gravité, ils voient la science comme peut-être une religion ici, et ils essaient de trouver des réponses, et ça montre vraiment une pensée scientifique de une, mais une pensée humaine, d'avoir des réponses. L'homme veut toujours des réponses à plein de choses différentes, et tant que l'homme existera, on voudra résoudre des problèmes, on voudra trouver des solutions à certaines choses, que ce soit métaphysique ou scientifique, peu importe, on veut des solutions, c'est l'être humain qui veut ça. Et le mélange de religion et de science est extrêmement bien fait dans ce film, parce qu'on voit que des scientifiques qui pourraient expliquer plein de choses peuvent être tout aussi religieux que n'importe qui, et vice versa, la science peut vivre avec la religion, et ça c'est intéressant. Il y a quand même une certaine déification de la science et de l'être humain dans ce film qui est vraiment bien faite, surtout avec la fin où on rentre dans quelque chose de beaucoup plus divin. Après évidemment il y a l'apport à la nature humaine en général elle fait du bien à l'homme, mais cette fois-ci la nature elle détruit l'humanité comme on le voit dans le film, la poussière est vraiment l'agriculture qui est détruite par la nature, mais aussi il y a cet amour de la nature. Par exemple un truc tout bête, quand ils vont dans l'espace la première fois, Cooper ce qu'il fait c'est qu'il se met des bruits de pluie et de criquets dans ses oreilles, parce que mine de rien même si on est dans l'espace, la nature manque à l'être humain et l'humain ne peut pas vivre sans nature, et on le voit durant tout le film, c'est que la nature peut faire du mal à l'homme, surtout quand il la traite d'une mauvaise manière, et ça on le voit de planète en planète, la nature est vengeresse, la nature fait du mal à l'homme qui s'est un peu moqué d'elle, mais en même temps l'homme a besoin de la nature, et ça c'est intéressant parce que dans l'espace il n'y a pas de nature, et l'homme a vraiment cet instinct primaire d'être proche de la nature, et on le voit très bien. Et même l'eau qui est symbole de vie dans notre société est quand même extrêmement vengeresse dans ce film, et la résolution par rapport encore une fois à cet aspect de la nature est extrêmement bien foutu, parce qu'au final nos clichés sur les environnements ils peuvent être transformés et on peut vivre dans des environnements qui nous paraissent peut-être hostiles, et la nature n'est pas juste des clichés de l'eau et de la survie, mais la survie est vraiment la chose principale avec l'amour dans le film. L'idée de la survie c'est que l'humain va faire tout ce qu'il peut pour se sauver soi-même. L'humain va d'abord penser à lui-même et ensuite à l'humanité, et l'idée du film c'est de te faire dire que voilà, écoute, toi en tant qu'humain tu es important, mais pense à l'humanité avant, pense peut-être à ta famille, pense aux autres et essaie de faire sacrifice pour l'humanité. On voit bien que les gens qui ne se sacrifient pas pour l'humain sont punis dans le film, et les gens qui font un sacrifice pour l'humanité sont récompensés dans le film, et ça on en parlera encore une fois en spoiler. Et j'adore l'amour dans ce film, parce qu'encore une fois on a parlé de religion, de science, mais l'amour est au centre de tout ça, parce que l'amour est vraiment le conducteur de ces deux variables aussi, de la science et de la religion, parce que sans l'amour on ne ferait rien. On fait des choses parce qu'on aime certaines choses, on fait des choses par amour de notre famille, de nos amis, de notre humanité, de notre race humaine, et on voit bien que tous les gens qui ont perdu leur amour sont encore une fois punis, et c'est pour ça que l'amour est extrêmement important, et encore une fois ça a fait beaucoup débat à la sortie du film, mais je vais rectifier certains trucs par rapport à la fin. Et pour parler de ce film, je pense que Hans Zimmer a fait l'une des plus belles BO de l'histoire du cinéma, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Même moi qui n'étais pas fan du film à sa sortie, j'écoutais la BO sans arrêt parce que c'est l'une des plus belles choses que j'ai entendues de ma vie. C'est une BO stellaire, c'est le cas de le dire, parce qu'elle donne envie de voyager, elle donne envie d'être vraiment en contact avec toi-même. C'est à la fois une BO qui donne envie d'aller dans les étoiles, et en même temps d'aller dans quelque chose de plus métaphysique, de penser à toi, à ta vie. C'est un truc qui te fait vraiment du bien psychologiquement je trouve comme BO. C'est vraiment une BO qui donne de l'espoir à l'être humain, qui montre que l'humanité peut être sauvée et qui montre toi en tant que personne tu peux te sauver aussi. Le mélange d'exploration, d'étoiles, de côté plus métaphysique, philosophique à la BO est magnifique, et je pense qu'à ce jour ça reste la meilleure BO de Hans Zimmer, et Dieu sait qu'il en a fait des magnifiques. On va d'ailleurs reparler de lui très bientôt, mais là il a vraiment atteint quelque chose de très humain, mais aussi de très religieux et aussi de très scientifique, et c'est dur d'expliquer à quel point la BO marche parfaitement avec le film, soit les scènes d'action au début du film ou même cette BO dans l'espace, j'ai l'impression qu'il raconte le vide, et cette BO sur la planète d'eau au final qui a une sorte de tic à chaque fois. Chaque tic apparemment représente une journée d'après ce que j'ai lu sur internet, il y a un mec qui a fait des calculations, mais bon ça c'est pas très important, l'idée c'est que c'est une BO qui te stresse, c'est une BO émouvante, et c'est avant tout une BO qui donne envie d'avoir des étoiles dans les yeux encore une fois, et juste pour ça elle mérite d'être écoutée en boucle et en boucle, et c'est vraiment l'une des plus belles choses de ce film. Et je trouve qu'elle symbolise parfaitement la science derrière, parce que mine de rien ils ont bien expliqué la science du film, même si c'est un peu maladroit parce que c'est beaucoup d'exposition dans les dialogues, ils expliquent au moins facilement
vraiment avec des termes compréhensibles ce que c'est, ce qu'ils font dans le film. Que ce soit les trous noirs, la gravité, vraiment tout ce qui est important dans le film, il explique très bien. Même s'il te tape un peu la tête avec et c'est un peu maladroit et pas du tout subtil, au moins il explique et ça c'est cool. Parce que fatalement, ça reste un film qui est extrêmement stressant. Il y a des scènes qui sont vraiment stressantes, t'es un peu au bout du rouleau, t'es agrippé à ton fauteuil, tu sais pas comment ça va finir. Il y a quelques scènes émouvantes, même si j'aurais aimé que la fin soit plus émouvante. C'est un film où fatalement, je trouve qu'il y a un ventre mou quand même, et je trouve que ce ventre mou, il est vraiment symbolisé par le manque de dynamisme dans la mise en scène sur la planète, deuxième planète. Mais c'est pas un gros ventre mou non plus, t'es quand même diverti, tu passes quand même un bon moment. Mais il existe, je trouve que c'est quand même un moment de cinéma qui est un peu moins réussi et qui aurait pu être un peu mieux fait. Mais après, pour un film de 2h40, ce qu'il a réussi à faire, c'est assez incroyable. Et il y a quand même pas mal de phrases cultes qui symbolisent bien le film, mais ça, je vais en parler en spoiler. Et évidemment, je vais pas parler des acteurs qui sont tous incroyables dans ce film. Peut-être j'ai un peu de mal avec Topher Grace et surtout son intrigue à lui, mais au final, je trouve que les acteurs ils font tous un travail sublime, que ce soit les deux enfants, l'un interprété par Timothée Chalamet ou les adultes. Mais encore une fois, on en parlera juste après. Mais juste pour le personnage de Cooper qui est extrêmement attachant parce que c'est un père de famille et aussi un explorateur dans l'âme, c'est un film qui donne vraiment envie d'aller très très loin. Pour conclure, Interstellar, c'est l'un des meilleurs films de Christopher Nolan en le revoyant. Il est pas parfait, je trouve qu'il y a un ventre mou, la fin est pas émouvante, on a des problèmes avec les dialogues, mais pour le sens de l'aventure, pour la musique, pour les personnages, pour les relations entre eux, pour quelques scènes émouvantes, pour la mise en scène absolument fantastique de Christopher Nolan, il n'y a rien à dire, c'est un film incroyable. Est-ce qu'on peut appeler ça un chef-d'œuvre? Je pense qu'on peut, honnêtement, aujourd'hui. C'est un film qui restera culte. Ça fait 6 ans qu'il est sorti et les gens en parlent encore aujourd'hui, donc ça veut forcément dire quelque chose. C'est un film incroyable et rien à dire, même s'il n'est pas parfait, encore une fois, je trouve qu'il y a quelques défauts. J'ai passé d'excellents moments avec ce film et je me suis vraiment réconcilié avec ce film et ça c'est cool parce que j'avais vraiment du mal avec lui avant, mais là je vois ce que les gens voient dans ce film et je l'adore aussi. Est-ce que je dirais que c'est un de mes films préférés? Peut-être pas parce que j'ai encore du mal, encore une fois, mais je comprends très bien que ça peut être votre film préféré. J'étais pas très lent que ça rentre aussi dans mes films préférés. Mais en tout cas, comme d'habitude, avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Est-ce que j'étais le seul en 2014 à penser que Tars allait être un traître? Quelqu'un qui allait d'une certaine manière faire n'importe quoi, mais au final ça reste le plus grand compagnon de Cooper et ils voyagent à la fin ensemble. Pour parler rapidement du fantôme, je trouve qu'il y avait quelques problèmes parce que dès que j'ai compris que le fantôme parlait à Murph, dès que j'ai compris que Cooper allait aller dans l'espace, même à l'époque j'avais compris que c'était lui le fantôme au final. Je sais pas comment et pourquoi, mais j'ai vite compris que cet élément d'intrigue là allait être l'élément le plus important du film et à la fin quand tu comprends que c'est l'élément le plus important du film, t'es un peu déçu parce que tu t'attendais à autre chose. Tu t'attendais à quelque chose d'un peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Là où le film pour les personnages est une grosse révélation à la fin parce qu'ils comprennent un peu le fonctionnement de l'univers, bah là pour toi en tant que spectateur, on te rabâche de dialogue en t'expliquant comment l'univers à la fin marche et ensuite tu sais déjà que c'est la solution depuis le début et ça c'est un peu dommage parce que tu sais que tout le film va arriver à cette fin là et du coup à ce début là et t'es jamais surpris par rapport à ça et je trouve qu'un film de Nolan où t'es pas vraiment surpris, c'est un peu dommage parce que tous ces films il y a un élément de surprise même si tu sais pas comment ils vont arriver à ce stade de fantôme. Je m'attendais à un meilleur retournement de situation par rapport à la fin. Je trouve que c'est bien exécuté, on va en parler après, mais je m'attendais peut-être juste à plus au fait, à quelque chose de plus mindfuck peut-être, mais la thématique au moins fonctionne. J'adore l'idée du personnage de Dr. Brand, le père qui a perdu son humanité, qui a menti à tout le monde pour que l'humain aille trouver une nouvelle planète. Il a menti durant toute sa vie justement pour sauver l'humanité et on le voit bien qu'il a été puni au final parce qu'il est mort sans avoir de réponse. Il a sacrifié son humanité pour l'humanité et ça c'est super intéressant comme thématique. Et on le voit bien que sur son lit de mort, il a des vrais regrets parce qu'au final il se sent coupable d'avoir menti et se sent coupable d'avoir vraiment manipulé l'humanité pour arriver à ses fins. C'était égoïste, même s'il pensait à l'humanité en soi, à la race humaine, on voit bien qu'il regrette avant toute chose. Donc l'idée c'est vraiment pas de mentir sur ce point de vue là et de pas porter ce sacrifice tout seul. Il faut tout se sacrifier pour aller plus loin. Mentir et manipuler ce n'est peut-être pas la solution. J'adore la manière dont Casey Affleck est devenu le méchant du film, je le trouve d'ailleurs génial dans le rôle, il est vraiment parfait, mais à quel point il est ancré sur l'idée qu'il faut sauver l'humanité de la Terre et non pas des étoiles. Il a abandonné son père, il s'est dit que ça vaut pas le coup parce qu'il est parti, il reviendra jamais et il essaie vraiment de sauver la Terre comme il peut. Même s'il est un peu têtu parce qu'on voit bien que sa famille meurt, on voit bien qu'il a perdu un enfant, mais on voit bien qu'il a plus rien d'autre. Il représente vraiment l'humanité sans espoir et qui essaie de vivre et survivre au jour le jour. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il est devenu le méchant. On voit bien qu'il a été élevé par un humain, John Lithgow, qui est décédé dans le film aussi. Mais j'adore parce que c'est un méchant compréhensible. On sait pourquoi il est méchant, parce qu'il représente le désespoir humain. Et ça c'est fort, parce qu'on a d'un côté Jessica Chastain, Murph adulte qui va représenter l'espoir humain et la science et la manière dont on essaie de trouver des solutions. Et de l'autre côté, la majorité de l'humanité qui est déçue. Les gens qui ont de l'espoir, ils sont cachés, personne n'est au courant. Et les gens qui sont tous quasiment des fermiers, bah, ils ont plus d'espoir parce qu'ils voient bien que leur récolte ne rapporte plus. Et on voit bien que les poussières
poussière les tue, du moins les vagues de poussière, donc ça c'est assez grave. Mais c'est un bon méchant et ils ont bien exploré ce personnage. Jessica Chastain, encore une fois, elle représente l'espoir, vraiment le fait de jamais abandonner, même si je trouve son intrigue plutôt cool. J'ai pas compris trop l'intrigue, est-ce que c'est une romance ou pas avec Topher Grace, est-ce que c'est important au film? Non. Il y a aucune alchimie entre les deux, elle était juste contente et peut-être l'embrasser et puis c'est tout. Mais je trouve qu'on aurait très bien pu faire ce moment-là sans l'embrasser, enfin j'en sais rien, tu vois. C'est aussi une idée peut-être de dire au film qu'elle va peut-être fonder une famille, qu'elle est contente et elle va avoir des enfants, surtout qu'on le voit plus tard. Mais c'est un peu fait à la va-vite, voilà. Pour moi, ce personnage-là, il est vraiment pas nécessaire du tout. Mais bon, encore une fois, c'est qu'un détail. Après, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un personnage médecin qui vient vérifier la famille, qui a un peu de personnalité et qui est un peu important pour le personnage de Murph, plutôt qu'un no-name inintéressant. Je trouve le personnage de Anna Hathaway, donc du Dr. Brand, vraiment intéressant parce qu'au final, elle voulait explorer une planète par amour. On voit bien qu'elle était biaisée et la planète qu'elle voulait explorer était la bonne. Et en même temps, elle a une pensée scientifique, donc d'explorer l'autre planète qui envoie encore un signal. Et on voit bien que là, d'un côté, la pensée scientifique, d'un point de vue logique, elle fonctionnait parce qu'il y avait un signal, il y avait vraiment un humain qui habite encore là, il fallait aller le sauver, il fallait fonder une nouvelle planète. Et de l'autre côté, on voit bien que la pensée de l'amour, qui est comme le conducteur de ce film, était la bonne réponse au final. Le fait d'utiliser ces émotions-là a fonctionné. Et on voit bien qu'à la fin du film, ça fonctionne aussi. C'est l'amour qui sauve le film. Donc c'est intéressant ce parallèle d'avoir tout ce film scientifique et d'un coup avoir l'amour qui reprend un peu le dessus par rapport au personnage de Dr. Brandt, qui au final avait choisi la bonne planète. Et Cooper, qui est beaucoup plus objectif, beaucoup plus fonctionnel, décide de choisir la planète avec un signal. Et au final, c'est lui qui avait tort. J'adore le parallèle avec Cooper, qui est au final un explorateur qui se rend compte que la chose qu'il voulait le plus au monde, c'est rester chez lui et vivre avec sa famille. On le voit bien à la scène de la bibliothèque à la fin, c'est qu'il lui dit stay, c'est parce qu'il a envie qu'il reste. Il a envie qu'il vive seulement avec sa famille et mourir heureux avec sa famille plutôt qu'explorer les étoiles tout seul. Et ça, je pense que c'est comme beaucoup d'explorateurs, et tout le monde aime explorer, je pense. Tous ces explorateurs ont envie d'aller plus loin, mais en même temps, ils ont besoin d'une famille, ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent se poser. Et c'est un peu le paradoxe de l'humain aussi, c'est qu'on veut tous aller voir plein de choses différentes dans le monde. En même temps, on a tous envie d'un truc calme, posé avec quelqu'un. Il s'est rendu compte que ce qui l'intéressait lui avant tout, c'est l'amour pour sa famille, et il aurait rêvé de rester avec eux. Pour parler un peu de mes scènes préférées du film, il y a évidemment la scène du champ de maïs dont j'ai beaucoup parlé durant ce film avec la musique d'Hans Zimmer qui est parfaite. Il y a l'idée de la NASA qui soit une sorte de truc un peu underground, vraiment caché de l'humanité et du gouvernement parce qu'ils ont besoin de financement du gouvernement et ils n'ont pas forcément envie que le public le sache. J'aime beaucoup cette idée de NASA underground qui est un peu paradoxale parce que l'idée de NASA c'est d'être le plus visible possible et d'aller dans les étoiles. Donc qu'elle soit cachée, c'est assez intéressant. Je trouve les adieux avec Murph extrêmement touchant pour le coup. C'est vraiment la grosse première scène émouvante du film. Elle te met une grosse claque et c'est un plan qui est magnifique avec les deux personnages. Je trouve que c'est une scène brillante parce que c'est un adieu qui a l'air utile et inutile à la fois parce que c'est un peu une quête qui peut être condamnée, donc on se rend compte des conséquences et on se rend compte des enjeux dans cette scène et c'est super prenant. La scène du trou noir, elle est magnifique aussi. Le fait d'avoir cette communion avec ce qu'ils pensaient étaient des dieux et vraiment la science. Le fait d'être dans ce trou noir et vraiment ce que ça représente est dingue. Et niveau mise en scène, effets spéciaux, c'est vraiment magnifique. Je crois qu'ils ont créé toute une sorte de modèle 3D pour le trou noir hyper complexe qui fonctionne à merveille et ça a vraiment de la gueule dans le film. Le concept de la planète où il y a 7 ans qui passent en 1 heure est génial, surtout que tu vois les années qui passent par rapport à la musique, les jours qui passent surtout. C'est un concept génial, surtout quand ils ont un problème, ils doivent s'arrêter pendant 1 heure. Mais aussi le concept des vagues qui au loin sont des montagnes. C'est incroyable, je trouve que c'est une idée merveilleuse de scénario. Je trouve aussi que ce qui a été fait dans cette planète est génial, que ce soit les visuels ou vraiment les personnages, comment ils interagissent, et à quel point le Dr. Brand va s'en vouloir d'avoir échoué sur cette planète. Parce que sans son échec à elle, ils auraient gagné beaucoup d'années et ils auraient pu sauver l'humanité beaucoup plus tôt. Et ils auraient eu l'essence pour visiter les deux planètes. Donc encore une fois, on voit bien à quel point un acte humain peut changer toute l'histoire de l'humanité. Évidemment, la grosse scène émouvante du film, c'est les messages de Cooper qui voit donc sa famille, qui voit donc 21 ans de messages, sa famille qui abandonne de plus en plus l'idée qu'il est encore vivant. C'est super touchant, je trouve que le jeu d'acteur de Matthew McConaughey, il est excellent dans cette scène et c'est de loin l'une des scènes les plus émouvantes du film, c'est inévitable. Quand on va parler de ce film-là, on va parler de cette scène-là parce que c'est la scène marquante du film et c'est l'une des plus belles scènes de cinéma, c'est une évidence. Concept simple, encore une fois, le temps qui passe différemment et juste des messages et t'as une bombe émotionnelle incroyable. Encore une fois, je trouve que le retournement de situation par rapport à NASA qui avait un plan A fictif et un plan B réel, le fait d'avoir une nouvelle colonie et de laisser l'humanité derrière est intéressant parce qu'ils étaient prêts à sacrifier l'humanité pour peut-être de l'espoir d'avoir une autre humanité quelque part d'autre. Et ça, c'est un choix qui fait mal parce qu'on se dit peut-être un jour ça va nous arriver à nous aussi, vu comment est la planète en ce moment, mais ça fait vraiment mal. Et moralement, c'est un débat intéressant. Est-ce que tu préfères abandonner l'humanité, la laisser mourir avec l'espoir de sauver peut-être une nouvelle humanité quelque part d'autre, ou essayer quoi qu'il arrive de sauver l'humanité sur Terre? Et j'aime beaucoup le message, c'est qu'à la fin, au final, ils décident de sauver l'humanité de la planète parce qu'on peut pas abandonner des milliards de personnes. Et on voit bien que c'est 6 milliards d'ailleurs parce que le chiffre a baissé, on le voit dans le film, pour dire que la famine a causé des vrais ravages. Et c'est vraiment brillant le message de fin, on peut abandonner personne. J'adore l'instinct de survie de Matt Damon parce que c'est une thématique forte de l'humanité. Quoi qu'il arrive, l'humain va survivre. Donc Matt Damon a préféré envoyer un faux message et dire que la planète est habitable plutôt que mourir. Et ça montre encore
encore une fois l'égoïsme humain et que ce lâche n'a vraiment pas eu le courage de se sacrifier pour l'humanité. Il a préféré qu'on vienne le sauver plus qu'autre chose. Mais les deux scènes là avec l'embarquement qui rate de Matt Damon est super intense, tu sais pas comment ça va finir et on voit bien qu'encore une fois c'est la bêtise humaine qui le fait mourir et l'autre côté l'embarquement de Cooper qui est plus calme, plus concentré et qui a pour but de sauver l'humanité parce que là quand il décide d'embarquer c'est pour sauver l'humain et sauver vraiment les futures générations plutôt que de retourner à la maison. Donc au lieu d'abandonner et se dire voilà c'est foutu, il y va, il se donne à fond et il essaie de sauver l'humanité et c'est là le courage. Et encore une fois une vidéo beaucoup trop longue mais je pense qu'il est temps de parler un peu de la bibliothèque. Comme beaucoup de personnes pensaient à l'époque et moi aussi je pensais que l'amour était plus fort que la gravité mais c'est faux. En fait l'amour est un conducteur qui motive Cooper à contrôler la gravité et on voit bien que cette structure là a été créée par des humains beaucoup plus tard donc c'est eux les dieux de cet univers. Ils décident de créer cette structure en 4 dimensions justement pour qu'ils puissent interagir avec. Donc c'est là qu'il y a un travail sur le passé et le futur. Et qu'au final des humains dans le futur ont créé ce monde pour que Cooper interagisse avec le passé et donc sauver le futur. Et ça qui est intéressant c'est que dans ce moment là il se rend compte que l'amour est ce qui le motive. Sans cet amour là il serait jamais là où il est aujourd'hui, il serait jamais dans ce Tesseract et il n'aurait jamais sauvé l'humanité. Donc c'est l'amour qui a sauvé l'humanité mais c'est pas l'amour qui est plus fort que la gravité. Moi je le pensais à l'époque, je pensais que c'était une sorte d'entité plus puissante mais c'est pas le cas, c'est un truc émotionnel, c'est un truc humain. Et c'est pour ça qu'il dit ça, c'est qu'il dit que l'amour l'a sauvé parce que c'est ce qui l'a motivé avant tout. Donc c'est pas une entité super puissante qui dit quoi que ce soit. Après il explique très bien avec du dialogue très plus subtil ce qui s'est passé à la fin et je suis pas très fan parce qu'au final il y a même une phrase de Cooper qui dit tu ne comprends pas en mode comme s'il parlait au spectateur. Tars, c'est le spectateur, il pose plein de questions et c'est vraiment pas subtil. Tu vois, genre préféré quelque chose de plus métaphysique à la limite, quelque chose de moins compréhensible peut-être avec plus de questions mais là c'est juste évident, on te donne les réponses, on te donne les questions, le Tars pose les questions pour toi, Cooper te donne les réponses et c'est terminé. Et je trouve ça un peu décevant parce que j'aurais aimé plus de subtilité. Au final j'aime beaucoup plus la subtilité dans les films, je dis pas que ça fait un meilleur film mais j'aurais préféré peut-être plus d'interrogations, peut-être qu'on comprenne ça tout seul parce que là au final le film te l'explique bêtement quoi. Après c'est pas une critique, hein, j'adore quand même la fin, je trouve qu'il est assez touchante la phase dans la bibliothèque mais j'ai un problème avec la fin avec Murph, je trouve les retrouvailles vraiment décevantes. Vraiment c'est le truc qui me casse un peu mon film au final, c'est que les retrouvailles c'est un truc que t'attends depuis 70 ans, c'est un truc qui devait être émouvant, qui devait être vraiment incroyable et au final les retrouvailles il y a genre 2 lignes de dialogue, 2, 3, 4 maximum, il s'en va explorer et retrouver le Dr Brandt. J'aime bien l'idée qu'il reste explorateur mais j'ai juste pas trouvé ces retrouvailles émouvantes. Vraiment j'ai juste pas trouvé ça émouvant, j'ai pas été touché par ça et je trouve ça vraiment dommage. Après ça reste une excellente fin qui pousse à l'aventure, à l'humanité et vraiment à le fait d'explorer mais niveau émotion j'ai pas été conquis par ça. On attend ce moment là depuis le début du film et quand il arrive pas grand chose. En tout cas c'est moi, après vous avez peut-être adoré. C'est pas une grosse critique que je fais au film mais moi ça m'a un peu gâché mon film personnellement mais après vous avez tout à fait le droit d'aimer cette scène et d'avoir pleuré devant mais sans aucun problème. Avant de finir cette critique j'ai envie de parler de quelques citations que j'aime beaucoup dans le film. Encore une fois j'ai vu le film en VO donc je vais essayer de traduire mais ça va pas être comme en VF, je vous préviens. L'homme est né ici mais il n'est pas fait pour mourir ici. J'adore encore une fois cette citation parce que c'est l'élan de l'aventure, c'est l'élan de l'exploration et nous aussi on se pose peut-être des questions que le futur de l'humanité serait dans l'espace et c'est possible que notre génération à nous voit le début d'une colonie sur notre planète, qui sait. On verra ce que ça donne mais j'aime beaucoup cette citation quand même. L'homme n'a pas été fait pour sauver le monde mais pour le quitter, ça c'est vraiment le Cooper pessimiste au début, encore une fois avec la première citation, il se rend compte que l'humanité ne doit peut-être pas être sauvée sur la planète mais être sauvée autre part. J'aime beaucoup ces phrases parce qu'elles sont pas forcément vraies mais ça représente vraiment ce que Cooper pensait au début du film et à quel point il évolue et il a envie de sauver l'humanité quoi qu'il arrive. On avait l'habitude de regarder le ciel en se disant que notre place était dans les étoiles mais maintenant on regarde par terre et on se rend compte que notre place est dans la terre. Encore une fois ce pessimisme de Cooper qui revient constamment mais aussi son envie d'explorer. Et il y a aussi le fameux poème qui est souvent répété dans le film, qui est super cool et qui a même droit à une citation sur une plaque à la fin. Je vais m'arrêter là pour Interstellar, c'est une très longue vidéo, je me suis dit que j'allais faire des vidéos un peu plus courtes sur d'anciens films mais je suis pris à chaque fois par le film, il y a plein de choses à dire et j'adore ça, enfin bref, ça fera beaucoup de montage pour moi mais c'est comme ça, au moins ça vous plaira j'espère. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Interstellar, avez-vous adoré ou détesté. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aidez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.